Voilà, Marie, c'est l'occasion, un anniversaire, de faire un peu le point sur toute une histoire, l'histoire d'un établissement, mais aussi l'histoire d'une relation entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Et c'est vrai qu'à l'occasion de l'anniversaire de la Fondation, à l'occasion de l'anniversaire aussi des 130 ans de Sainte-Marie-Lyon, puisque l'établissement a été créé en 1893, je pense que c'est bien de pouvoir se poser et puis de pouvoir relire un peu toute cette longue histoire à la lumière de nos projets aussi, puisqu'il y a des projets devant nous, donc c'est bien de le faire aussi dans ce sens-là. Et dans l'architecture, il y a d'abord la lenteur des projets, parce que évidemment, rétrospectivement, on se dit oh là là, beaucoup de choses ont été construites, mais en fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure des années, dans un temps très long, hein, depuis 66, la première. C'est ça, à peu près 66. Et effectivement, c'est un temps très long et qui est quelquefois des personnes extérieures arrivent sur un site et se demandent en quelle année ça a été conçu, mais chaque projet c'est fait indépendamment, tout ça est sur un temps très très long et ça amène aussi on voit bien en même temps la recherche d'être dans une continuité sans faire du pastiche de ce qui s'est fait auparavant et des premiers projets, mais dans une avancée vers des technologies, des matériaux, des choses qui évoluent et qu'on utilise, et puis une évolution aussi de la pensée personnelle du créateur qui amène à des projets qui ne sont pas des copies. On peut dire que le gymnase, la solitude, c'est un élément massif qui s'impose dans le paysage quand on le regarde de l'autre colline, par exemple. Mais qui reste malgré tout très caché, parce que la végétation, ça avait d'ailleurs été un des arguments pour l'obtention du permis de construire de ce bâtiment, parce qu'il avait fallu prouver que ce bâtiment ne se verrait pas. Et puis ensuite, Marie, vous avez commencé à travailler dès le début des années 80 avec votre père. Oui, j'ai commencé très très tôt, et je dirais que mes relations avec... un petit peu indirectement, bien sûr, au départ, avec la maison et avec le père Perrault, sont très très anciennes, puisque le père Perrault venait au moins une fois par semaine à la maison. Moi, j'avais 6 ans à l'époque, et je côtoyais le père Perrault, qui s'intéressait à nous, enfants, mon frère, ma soeur et moi, et qui nous faisait parler de nos devoirs donc moi, le père Perrault a toujours fait partie de notre famille, finalement. Et je me souviens des premières conversations qu'on a eues après la mort de Georges, dans laquelle je disais, voilà, il faut à la fois assumer cet héritage et en même temps, je ne sais pas comment dire, prendre son envol. Oui, et pouvoir... En même temps assumer ça, parce que moi je viens de toute cette histoire et j'ai été baignée dans le travail de mon père entièrement, et en même temps il faut pouvoir l'oublier pour concevoir ce que j'ai à concevoir moi. J'ai eu mon diplôme d'architecture en 85 et j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais une quinzaine d'années, donc... Et jusqu'à son décès en 2009, et où à la fin de sa vie, il concevait les bâtiments. Le dernier qu'il a dessiné, c'est le bâtiment des classes préparatoires à Saint-Paul, et pour lesquels, ce bâtiment et puis beaucoup de projets antérieurs, lui concevait le projet, et moi je m'occupais de toute la partie dessin, administration, chantier. Donc effectivement les choses se sont faites en imbrication permanente. Et c'est vrai que dans nos échanges, en même temps votre confiance et votre capacité à me pousser dans mes retranchements et à me bousculer un petit peu m'a permis justement de m'éloigner symboliquement de l'héritage de mon père. Ça, c'est très très intéressant, et c'est en ça aussi que
la relation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre est primordiale. Et c'est grâce à la relation qu'on a que les bâtiments sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on aurait une relation beaucoup plus distante, moins riche, moins approfondie. Je suis sûre que les bâtiments seraient différents. Oui. Il y a une histoire qu'il faut dire aussi familiale, hein, parce que Jacotte, votre mère, a aussi fait des interventions, et même pratiquement jusqu'au bout, puisqu'elle a repris les tapisseries qui sont dans la chapelle de la Solitude et de la Verpillière. Voilà. Et Blaise a beaucoup travaillé aussi pour la photographie et pour donner un aperçu de l'œuvre avec un regard qui est le sien, un regard très particulier. Voilà, donc c'est quand même une histoire familiale et des qualités, je trouve, différentes de celles de Georges, voilà, qui avait une conception, je dirais, de l'extérieur vers l'intérieur des bâtiments. Surtout, ça ne veut pas dire qu'il ne concevait pas l'intérieur, mais qui était une conception voilà, de l'extérieur vers l'intérieur, alors que vous concevez les bâtiments de façon peut-être plus organique, plus intérieure aussi, pas seulement, hein, bien sûr, mais aussi plus intérieure, avec, disons, un sens du dessin tout à fait différent, mais pas l'antériorité du travail de peintre ou de dessinateur de Georges. Et je dirais qu'il y a une conception du projet qui naît davantage d'une structure architecturale que d'une forme préétablie ou d'un dessin préétabli. Ah oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Effectivement, Georges était peintre au départ. Et petit à petit, il est venu à l'architecture. Et moi, je n'ai pas du tout ce parcours-là et je suis juste architecte. Et puis dans notre on est deux personnes différentes et on a forcément une façon différente de concevoir les choses et de travailler et de transmettre. En fait, il y a une dimension de maison sur laquelle on assiste et qui ramène à, je dirais, ce qu'il y a de fondamental dans ce que les père-maristes nous ont transmis en quelque sorte, qui revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qui est qu'il est possible d'être à la fois inconnu et comme caché et de voir grand. Il n'y a pas de contradiction. L'éducation, finalement, ça revient dans le secret et dans la lenteur du quotidien, à essayer de permettre à quelqu'un de découvrir ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en lui, pour que ensuite il puisse en faire bénéficier la société. Et l'architecture, d'une certaine façon, de la même façon que pour un malade, rentrer dans un beau bâtiment, un bel hôpital, ça guérit d'une certaine façon, eh bien, l'école éduque déjà quand c'est un sentiment de maison, d'être comme chez soi, disons, et un chez soi très particulier. Tout à fait. Et c'est vrai que dans la conception des bâtiments et tous les échanges que l'on a par rapport à ça, on cherche toujours l'excellence et offrir des lieux de vie pour les élèves, des lieux agréables, respectueux de leur environnement et de même pour que et jamais au rabais, ni dans le choix des matériaux, ni des espaces, ni dans la façon de les concevoir. On a toujours cherché à aller vers le meilleur possible.